Quand on dit accès à la terre, pour nos juristes, on dit en même temps accès à l'eau. C'est que pour certains d'entre vous, ça répond à des spécificités ou des spécialités différentes, mais pour nos juristes, la terre et l'eau, c'est de la propriété immobilière, pour dire les choses vite. L'eau devenant un bien mobilier simplement quand il est extrait. Mais une nappe phréatique, c'est un immeuble pour nous, comme ce bâtiment est un immeuble. C'est la même chose. En droit, il n'y a pas de différence. Donc l'accès à la terre et à l'eau. Cet accès à la terre et à l'eau, nous, en France, nous le gérons plutôt bien. Nous avons des outils juridiques forts. Nous avons à la fois du droit et de la régulation. La régulation, pour l'essentiel, pour la terre agricole, en tout cas, relève des pouvoirs de la SAFER. Pour l'irrigation, relève de décisions préfectorales. Bon, il y a des instruments de régulation, et puis il y a un code rural qui fait 3 ou 4 000 pages, 2 ou 3 000 pages, et il y a un bon nombre de textes européens aussi qui s'ajoutent à tout ça. Donc, nous avons tout ce qu'il faut, si je puis dire, sur la terre et l'eau. Et nous avons tout ce qu'il faut pour une raison simple, c'est que l'histoire de notre droit rural, c'est une histoire en 3 parties. Le droit rural en France a d'abord été un droit foncier. C'est d'abord l'histoire des fermages, des bailleurs, des fermiers et des bailleurs, des rapports difficiles, jusque dans les années 45-46, où on a commencé à apaiser les choses. C'est un droit foncier parce qu'il fallait sécuriser l'agriculteur sur la terre. L'agriculteur n'avait pas les moyens d'acheter, il fallait le sécuriser sur sa terre. Le droit rural a été un droit foncier. Et puis, dans un deuxième temps, le droit rural a été un droit des revenus des agriculteurs, parce qu'on s'est avisé que même avec de la terre, de l'eau, eh bien, l'agriculteur avait un niveau de vie qui n'était pas suffisant, il dépendait de marchés qui ne lui permettaient pas d'être garanti d'un revenu. Alors, on a créé en Europe, avec la politique agricole commune, comme vous le savez, un droit des revenus des agriculteurs. On s'est avisé que la mutualité sociale agricole était aussi importante. On a pensé qu'il fallait régler ce problème par des subventions, des quotas, des montants compensatoires et tout un tas d'instruments qui font qu'un agriculteur aujourd'hui, bon, sans doute beaucoup auraient à redire, mais a un certain nombre d'avantages, en tout cas par rapport à d'autres, quant à la garantie d'un revenu minimum. J'essaie de... Et puis nous entrons dans une troisième époque, une troisième phase, où ces garanties vont disparaître à terme et où les agriculteurs vont être confrontés au marché. Le droit rural va devenir un droit du marché. Et pour nous, c'est un problème, et en même temps, quand je raconte cette histoire qui est la nôtre, les questions qui sont derrière sont les mêmes dans tous les pays du monde. Ce qui caractérise la levée des subventions ou des quotas, c'est que du point de vue du droit, là c'est un juriste qui parle, pas un agronome ou un agriculteur ou un économiste, c'est un juriste qui parle. Ce retrait des subventions et des quotas va mettre face à face le droit rural des agriculteurs et le droit des affaires des industriels. Les subventions, c'est ce qui fait tampon entre le droit rural, qui est plutôt un droit social, qui a plutôt une vision sociale de l'agriculture, et le droit des affaires, qui n'a pas du tout une vision sociale de l'industrie, mais qui a une vision concurrentielle, avec en arrière-fond la faillite, le profit, etc., les mouvements de capitaux, les mouvements financiers. Les subventions, le droit européen, c'est un droit qui fait tampon entre les deux. Si on retire ce bouchon, alors on va heurter, confronter le droit rural et le droit des affaires, comme une articulation qui n'aurait plus la couche élastique qui lui permet de fonctionner. Donc, quand on part de ce qui veut dire que supprimer les subventions, ça suppose un droit d'accompagnement que dans la mandature précédente,
et celle d'avant, on a pensé pouvoir être, du point de vue du droit toujours, en donnant aux agriculteurs, aux exploitations agricoles, le même statut et les mêmes moyens que pour les industries. On a créé un fonds agricole, on a créé un bail cessible, comme le marchand de chaussures de la rue d'à côté, qui, lui, ne pourrait pas s'en sortir sans un fonds de commerce et sans un bail cessible. Qui irait acheter son fonds de commerce s'il ne peut pas rester sur place? Il faut forcément que le bail soit cédé avec le fonds. C'est le b.a.-ba pour un marchand de chaussures. Eh bien, l'agriculteur a ça, cette possibilité, l'exploitation, le fonds agricole, le bail cessible, le nantissement. Pour avoir des crédits, il faut pouvoir nantir. Ce sont les instruments du droit des affaires. Et d'ailleurs, dans la loi rurale, on dit, par exemple, pour le nantissement, voyez le code de commerce. On donne à l'agriculteur les outils du droit des affaires en se disant, quand il aura les outils du droit des affaires, il aura les mêmes outils que l'industrie en face. Évidemment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, pas plus que l'épicier, qui avait les mêmes instruments que les grandes surfaces, mêmes instruments juridiques, n'en a ni plus ni moins, n'a pu résister. Pour nous, juristes, c'est beaucoup de questions derrière ça. Parce que derrière ça, c'est notre approvisionnement en alimentation et la survie de notre agriculture. Donc du foncier, des revenus, des marchés. Bien, c'est vrai aussi pour n'importe quel pays du monde. Du foncier, des revenus, du marché. Si le paysan n'a pas accès à la terre, rien ne se fait. S'il a accès à la terre, mais que de cette terre, parce qu'il n'a pas d'intrants suffisamment, il ne peut pas produire ce qu'il faut pour faire vivre sa famille, c'est un problème. Et s'il a ce qu'il faut pour produire, mais qu'il n'a pas les infrastructures commerciales qui lui permettent de distribuer, face au marché, c'est un problème. Les étapes de notre droit rural, l'étape historique de notre droit rural, font apparaître des questions qui sont celles de n'importe quel agriculteur dans le monde. Nous avons eu les moyens de régler ces questions d'une manière. Eux, et pour beaucoup d'entre eux, puisque vous savez que les questions de famine et de malnutrition touchent d'abord les zones rurales, d'abord les ruraux à 75%, beaucoup plus que les urbains. Et donc ces questions sont aussi les leurs. Donc la question de la terre, de l'accès à la terre, l'accès à l'eau. Alors le réflexe face à ces questions, c'est vrai pour la communauté internationale, c'est de dire, eh bien, il faut créer des droits pour les agriculteurs. Et donc on pense toujours, quand il s'agit de créer des droits pour les agriculteurs, on pense toujours aux droits de l'homme, et il n'y a pas une année qui passe sans qu'il n'y ait pas un nouveau droit de l'homme ou une nouvelle déclinaison d'un droit de l'homme existant, ce qui est excellent. Même si les droits de l'homme ne sont pas efficaces, c'est excellent. C'est excellent parce que, pour moi, juriste, les droits de l'homme sont le bon révélateur des valeurs qu'une société entend se donner à elle-même, et donc les valeurs auxquelles devrait répondre le droit. Si nous acceptons des droits de l'homme, alors c'est que nous acceptons les valeurs qu'il porte, et alors nous devons être prêts à faire porter ces valeurs par le droit. Ou alors c'est que nous sommes en contradiction avec nous-mêmes. Donc les droits de l'homme, c'est très important. Mais ça n'est pas la bonne réponse à la sécurité alimentaire. Et ça n'est pas la bonne réponse, même si c'est efficace, même quand c'est efficace, même quand il y a un juge pour les faire respecter, même lorsqu'il y a un créancier ou un débiteur, pour en donner la contrepartie. Ça n'est pas efficace pour une raison simple, c'est que les problèmes de sécurité alimentaire mondiale ne se régleront pas en donnant 1 milliard d'actions en justice à 1 milliard de personnes qui ont faim devant des juges qui pour l'instant n'existent pas bien. On ne règle pas un problème systémique par des droits individuels. Lorsqu'ils ont cette ampleur, les droits de l'homme sont nécessaires, mais
ils ne sont pas, en tout cas, la voie que le juriste doit promouvoir. L'accès à la terre, c'est essentiel. Cela nous conduit à affronter la question de l'accaparement des terres, notamment dans les pays du Sud, l'accaparement des terres. Et l'accaparement des terres, c'est en réalité le droit des investissements internationaux. Parce que la terre qui s'achète et qui se vend, comme une marchandise, n'est pas une marchandise, mais c'est l'argent qui sert à acheter et à vendre, qui, lui, est une marchandise. Et donc le commerce de la terre, c'est le commerce de l'argent. Par-delà les frontières, c'est le droit des investissements internationaux. C'est pourquoi, dans les pays du Sud, la plus grande attention doit être portée au code des investissements, au droit des investissements. Et c'est en général un droit qui ne donne lieu à aucun débat public. Le deuxième grand thème dans lequel le droit doit intervenir, c'est le thème des intrants. Le thème des intrants, pour qu'un agriculteur puisse vivre de son travail et nourrisse les personnes qui sont autour de lui, il lui faut au moins un peu d'engrais, un peu de phytosanitaire, même s'il n'en faut pas trop. Bon, ce n'est pas une affaire de juriste de savoir s'il en faut comme ci ou comme ça, s'il vaut mieux de l'agroécologie ou de l'agriculture biologique ou de l'agriculture intensive. Comme citoyen, j'ai une idée, mais comme juriste, aucune. En revanche, si on décide qu'il en faut beaucoup ou peu, il faut quand même que l'agriculteur puisse y avoir accès. Il faut qu'il puisse les acheter, il faut qu'ils soient à disposition. Il faut qu'il ait des semences. Il faut qu'il ait des variétés animales, des variétés végétales à disposition. Et si on applique à cela simplement la loi du marché, ça ne peut pas fonctionner. Je crois d'ailleurs que dans les pays du Sud, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Pour une raison simple, en tout cas en matière de sécurité alimentaire, la loi de l'offre et de la demande ne marche pas. Elle ne marche pas parce que dans la théorie économique même, pour que la loi de l'offre et de la demande fonctionne, il faut que l'offre soit concurrentielle et que la demande soit solvable. Or, par hypothèse, en matière d'intrants, l'offre n'est pas concurrentielle parce que les semences et les variétés animales sont entre les mains de monopoles qui sont liés à la propriété industrielle, au brevet. Et donc c'est tout le contraire d'une concurrence. Et du côté de la demande, quand il s'agit de nourrir 1 milliard de personnes qui n'ont pas à manger, on ne peut pas dire que la demande soit solvable. Si elle était solvable, ils auraient à manger. Précisément, qu'est-ce que peut faire la loi de l'offre et de la demande quand la demande n'est pas solvable? La réponse est rien. Et si la loi de l'offre et de la demande ne fait rien, alors il faut bien que la loi sociale s'en charge. Alors, la loi sociale s'en charge pour fournir des intrants aux agriculteurs qui n'en ont pas. Il y a là différentes possibilités qui, de manière inévitable, à un moment ou à un autre, passeront par un affaiblissement de ce que nous considérons être la propriété intellectuelle. Le monopole que donne un brevet ne pose pas de problème grave quand ça porte sur un téléviseur, mais ça pose un problème grave quand ça porte sur une espèce de céréale à laquelle on ne peut pas échapper. Et il y a deux éléments simplement que je voudrais dire, sans rentrer dans les détails de cette question, des détails juridiques qui sont complexes et auxquels nous accordons nous beaucoup d'attention. Première chose, c'est que je pense qu'on devrait poser une règle de droit, un principe de droit avec une valeur, principe qui est le suivant, très simple: nul ne peut disposer d'un monopole absolu sur un bien qui est vital pour des populations quelconques. Aucun monopole absolu sur des biens qui sont vitaux pour les populations. C'est le cas des médicaments. Et c'est le cas des semences de céréales, puisque sans céréales, la céréale, comme vous le savez, c'est la base de l'alimentation de chacun de nous. Pas les mêmes céréales selon les continents, mais la base de l'alimentation de survie. Nul ne devrait disposer d'un monopole. Et puis, la deuxième chose, en tout cas, qui est en même temps un exemple, c'est que finalement, il y a quelque chose d'un peu injuste quand une société du Nord
vient chercher un caractère génétique au sud, sur une plante qui, par exemple, au sud résiste à la sécheresse. Donc on vient prendre le caractère génétique. Comme on a le procédé pour pérenniser ce caractère, on le brevette, et ensuite on le revend à l'agriculteur d'où il vient. Dans les derniers textes internationaux, on envisage l'idée qu'au moins le brevet pourrait être partagé entre le pays d'origine et le pays qui brevette, et le pays qui transforme. Au passage, c'est un brevet qui ne répond pas vraiment au caractère d'un brevet. Parce que ce qu'on brevette, c'est le caractère, alors que ce dont l'innovation, ce n'est pas le caractère, c'est la procédure, c'est le procédé. Et on ne devrait pas pouvoir, le procédé, il est le même pour un gène et pour un autre. On devrait breveter un procédé, pointe à la ligne, mais pas le caractère. Comment peut-on accepter de donner à quelqu'un le monopole absolu sur un caractère génétique qu'il est allé chercher dans la nature, chez celui à qui il va ensuite l'imposer commercialement? Je ne suis pas révolutionnaire, je suis fils de notaire, de province, d'une petite ville, élevé dans la religion. Je n'ai pas l'habitude de mettre des têtes au bout des pics, mais quand même, nul ne devrait disposer d'un monopole de cet ordre-là. Alors, il y a dans un texte international l'idée qu'on pourrait partager le brevet. Je crois qu'on pourrait aussi dire qu'on ne peut pas breveter, mais on pourrait à la limite partager le brevet. Mais le droit de l'OMC, lui, il l'interdit. Le droit de l'OMC interdit que le profit du brevet soit partagé, soit collectif. Il y a là, du point de vue du droit, quelque chose en tout cas sur quoi il faudrait agir. Le troisième thème sur lequel nous travaillons, c'est le commerce international. Le commerce international, le droit de l'OMC, avec deux attitudes qui ont des conséquences juridiques radicalement différentes. Celle de l'OMC, Pascal l'a mis en tête, pour qui la solution à la sécurité alimentaire, c'est de pousser plus loin la libéralisation des échanges. Et ceux pour qui, comme par exemple Olivier Schutter, la solution est de freiner la libéralisation des échanges et d'encadrer davantage les échanges internationaux. Encadrer avec du droit. Mais pousser plus loin la libéralisation, ce sera aussi avec du droit. Est-ce qu'il faut choisir une voie ou choisir une autre? Nous, dans le programme LASCO, nous avons quelques idées, nous avons des propositions à faire. Mais pour comprendre un peu les données du problème, je voudrais simplement vous renvoyer à un exemple d'une actualité d'il y a 2 ou 3 ans, mais toujours d'actualité. C'était en novembre-décembre 2009. En novembre-décembre 2009, en quelques jours, il y a eu 3 négociations internationales. Une à Rome sur la sécurité alimentaire, la FAO. Une à Genève sur le cycle de Doha, l'OMC. Et une à Copenhague sur le climat, le GIEC, l'ONU. 3 négociations internationales. 3 échecs. 3 échecs qui perdurent. Pour Copenhague, Cancun, Durban, on pourrait même ajouter Rio plus 20 pendant qu'on y est, ça ne change rien. Pour la sécurité alimentaire, on peut aussi ajouter Rio plus 20, ça ne change rien. Et pour l'OMC, on sait où on en est pour le cycle de Doha. C'est-à-dire au point mort. Imaginez, quand on essaie de voir les choses un peu de manière dynamique. L'OMC, c'est une négociation économique. Copenhague, c'est une négociation environnementale. Et Rome, c'est une négociation sociale. Pilier économique, pilier environnemental, pilier social. 3 piliers du développement durable qui
n'est développement durable que si ces trois piliers sont indissociés. Alors imaginez que le directeur de l'OMC, le directeur général ou le président de la FAO et le directeur du GIEC ou le président du GIEC, il n'y a aucune instance transparente qui leur permet de se rencontrer. À part se croiser dans les couloirs parce qu'une négociation va avoir lieu entre deux avions, il n'y a aucune organisation de rencontre. Alors qu'il suffirait de dire qu'avant ces négociations, les trois responsables doivent se rencontrer et poser ensemble les termes des trois négociations. Parce qu'à Copenhague, là où on a calé, c'est sur les aspects économiques. À Genève, là où on a calé, c'est sur les aspects sociaux. À Rome, là où on a calé, c'est sur les aspects économiques et les aspects environnementaux. Parce que les trois négociations ont été pensées sans tenir compte des autres. Là, ce n'est pas une réforme, ce n'est pas la révolution non plus, une réforme toute simple. Avant une négociation internationale, il faut que les responsables de ces négociations se rencontrent et définissent ensemble le champ, la question, comme si il s'agissait d'un référendum. Il faut poser la question avec des mots et que les mots soient les mêmes, que les enjeux de l'une soient intégrés dans la définition de la négociation des autres. Ce n'est pas une grande réforme, ça ne coûte pas cher, ça, mais ça peut avoir beaucoup d'effets. C'est une réforme de droit international. Puis le quatrième thème, c'est celui de la qualité, sur lequel nous travaillons, parce que quand nous exportons en Afrique en déposant des caisses d'aliments sur le tarmac à 40 degrés et que l'avion repart, les problèmes commencent. Ce n'est pas parce qu'on a fait ça que tout va bien. Le problème commence. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas à manger qu'il faut leur donner à manger n'importe quoi. Et nous non plus, d'ailleurs. Ce n'est pas parce que nous avons suffisamment qu'on doit nous donner n'importe quoi. La question de la qualité est une question essentielle. Sur la question de la qualité, il y a beaucoup de droits qui manquent. Je voudrais simplement donner un exemple qui vaut pour le Nord comme pour le Sud. En Europe, il y a beaucoup de textes, beaucoup de règlements, des milliers de règlements. Tout un tas de contrôles, d'hygiène, de sécurité. On a vraiment tout ce qu'il faut, mais il manque quand même quelque chose. Au moins une chose, il en manque beaucoup, mais au moins une chose, c'est qu'en Europe, nous n'avons aucun texte qui définit ce qu'est une expertise indépendante. Je ne donnerai pas d'exemple, parce que je n'en ai pas à l'esprit. Mais beaucoup de choses pourraient changer si on avait une définition de l'expertise indépendante. Que ce soit chez nous, ou que ce soit à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et dans toutes les instances de ce genre, que ce soit aussi dans les instances scientifiques qui définissent si une question grave de santé justifie une dérogation au commerce international, aux règles du commerce international, à l'organe de règlement des différends de l'OMC ou non. Ce serait bien qu'on soit sûr que les experts qui interviennent n'ont pas d'intérêt dans l'affaire. Simplement, si je prends cet exemple, c'est parce qu'on a été beaucoup trompé par des expertises qui n'étaient pas indépendantes que l'affaire de la vache folle s'est répandue. Et je dois dire que s'il y a de multiples causes à des affaires comme celle-là, on a fait une étude spécifique, nous, sur cette affaire-là. Les causes juridiques. Qu'est-ce qui, en droit, a permis que ça se produise? Est-ce qu'il manquait des règles? Est-ce qu'il y avait des règles qui n'étaient pas appliquées? Est-ce qu'il y avait des règles qui étaient mal calibrées? On a fait une étude très précise de ça. C'est pas la totalité, mais l'un des points, c'est l'absence de garantie d'indépendance d'un groupe d'experts, en tout cas, au moins au plan européen. Voilà différents thèmes sur lesquels le juriste
que je suis intervient avec le programme LASCO, intervient avec le droit. Vous voyez, rien de tout ça n'est de nature à remplir les assiettes, mais j'ai la faiblesse de penser que sans ça, elles ne seront pas non plus remplies ou elles seront mal remplies. Donc il faut du droit, il ne faut pas que ça. Le juriste n'a pas que des vérités à dire, il faut contester, discuter ce qu'il dit, parce que la science du droit, c'est une science aussi contestable que la science de l'économie ou de la nature, et il faut contester ce qu'il dit, mais il faut au moins l'écouter, et je vous remercie de l'avoir fait aujourd'hui.